Si vous voulez gagner de l'argent dans l'immobilier, regardez cette vidéo. Bonjour, je suis Sébastien du blog louerencourtedurée.fr et dans cette vidéo, je vais vous proposer d'interviewer Jérôme Yvon. Bonjour Jérôme. Bonjour Sébastien. Jérôme, donc toi, ça fait un petit moment que tu investis dans l'immobilier et j'ai voulu faire cette vidéo avec toi pour montrer aux gens comment on peut adopter diverses stratégies pour gagner de l'argent avec l'immobilier. Alors je vais te laisser te présenter, puis est-ce que derrière tu peux enchaîner en nous expliquant ton parcours immobilier? Ouais, pas de problème. Donc moi je suis Jérôme Yvon, je suis l'auteur du blog investisseursimmobilierdébutant.fr et j'investis dans l'immobilier depuis 4 ans maintenant. J'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça par rapport à certaines personnes. Et, je suis venu à l'investissement immobilier un petit peu par hasard avec des mésaventures professionnelles. J'ai cherché un moyen de gagner de l'argent et en même temps de me constituer un patrimoine. Donc je suis naturellement tombé dans l'immobilier. Et c'est grâce à ça que j'ai développé des revenus supplémentaires et que j'ai appris des stratégies. Donc je suis parti de zéro. J'ai acheté un premier appartement. Alors, maintenant j'en ai 3 et que j'ai exploité en suivant l'évolution du marché. Alors il y a toujours une vieille légende qui dit investir dans l'immobilier sans apport, c'est impossible. Alors je crois savoir que, en tout cas sur ton premier investissement, tu vas confirmer que c'est possible. Je confirme, et comme tu dis, c'est une légende. Ouais. Parce que alors c'est sûr que toutes les banques n'acceptent pas l'investissement sans apport. Donc si vous allez voir une banque qui vous dit non, c'est pas pour ça que c'est une généralité. Il y a certaines banques qui ne veulent pas simplement parce que c'est une politique commerciale purement interne, mais il y a aujourd'hui un grand nombre de banques qui acceptent de financer de l'immobilier entièrement avec les frais de notaire, les travaux, voire même les meubles si vous voulez mettre des meubles dedans. Il suffit de demander aux banques et les banques prêteront de cette manière-là sans aucun problème. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a peut-être 70% des banques qui acceptent. Donc comme dans beaucoup de choses, on voit toujours le côté négatif. Donc les gens vont penser aux 30% de banques qui n'acceptent pas, mais il en reste quand même 70% qui acceptent, d'autant plus si c'est justifié par le fait que vous faites de l'investissement immobilier et que vous allez tout financer avec les revenus locatifs. C'est d'autant plus justifiable du fait que vous ne voulez pas mettre d'apport. En mettant un apport sur un premier bien, pour le deuxième bien, vous n'avez plus d'apport. Donc on ne peut pas avoir de l'apport en permanence, amener 15 000 ou 20 000 euros d'une année sur une autre. Donc il vaut mieux garder, même si vous avez financièrement la capacité financière de mettre un apport, c'est important de le garder pour montrer à la banque que vous êtes capable d'épargner et que vous gardez votre épargne. Mais par contre, de faire l'investissement immobilier sans apport, c'est vraiment... Ce que tu nous dis là, c'est qu'il faut utiliser au maximum l'effet de levier. Oui, tout à fait. C'est une des bases, c'est la première chose à apprendre et à comprendre dans l'investissement immobilier, c'est le mécanisme de l'effet de levier. Voilà. Exactement. Alors, tu t'es lancé dans l'immobilier, tu as acheté un premier appartement. Est-ce que tu peux nous dire comment déjà si tu as fait des travaux, et puis comment tu comptais l'exploiter initialement? Au début, c'était vraiment un premier investissement, donc avec toutes les formations que j'ai pu suivre, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai appris. Donc bien évidemment, j'ai cherché une bonne affaire que j'ai trouvée malgré tout un petit peu par hasard. Pour la petite histoire, c'est juste que j'ai appelé un agent immobilier pour visiter un bien qui venait d'être vendu et il m'a dit j'en ai un autre qui vient de revenir parce que le prêt n'a pas été accepté. Mais il n'a pas été encore remis en vente. Donc j'ai vu un bien et il n'y avait pas d'annonce, il n'y avait personne dessus. Alors c'est vrai que c'est souvent dans ces situations qu'on fait les bonnes affaires parce que si le bien revient à la vente, c'est forcément qu'il ne s'est pas vendu. On a un propriétaire qui est un petit peu plus fragile et qui aura plutôt tendance à lâcher du lest en fait pour se débarrasser du bien le plus rapidement possible. Donc de mémoire, parce que je sais que certainement vous aimez bien les chiffres. Donc de mémoire, le bien était annoncé à 60 000 euros et le prêt avait été refusé à 60 000 euros et j'ai fait une offre à 57 000 qui est passée tout de suite parce que justement, comme tu le dis, le vendeur il venait de se prendre une bonne désillusion et le fait que l'agent immobilier du jour au lendemain lui dise la vente ne se fait pas mais j'ai tout de suite quelqu'un qui vous fait une offre. Le vendeur s'est dit plutôt que de la laisser partir,
allez, à 57 000 €, je m'en débarrasse. Et puis, Voilà. Alors il y a une très bonne raison hein, pour que le vendeur puisse accepter une baisse de 3 000 €, c'est que j'imagine que l'appartement était vide. Ah oui, il était vide, il lui Voilà. coûtait de l'argent. Donc un appartement vide, c'est un appart qui va vous coûter en foncier, qui va vous coûter en charge de copropriété. Voilà, bam, Jérôme est arrivé au bon moment, il souhaitait acheter, c'est la raison pour laquelle le propriétaire a dit oui tout de suite. Ouais. Il y avait une autre raison, c'est que il était là typiquement dans ce qu'on appelle le bon vendeur, c'est le vendeur pressé. C'est quelqu'un en même temps qui partait vivre à l'étranger, qui avait plusieurs biens et qui voulait vraiment s'en débarrasser. Donc il était pressé. Ça je l'ai su après, j'ai fait l'offre comme ça. Et c'est après que j'ai su qu'en fait il était vraiment pressé et que c'est pour ça qu'il avait accepté comme ça. Ouais, tout à fait. Donc tu as fait des travaux dans cet appart? Dedans, ouais, il y avait des travaux, mais il y avait pas de grosses œuvres. En même temps, je suis très bricoleur et je touche à tout. Donc là, pour le premier, pour vraiment optimiser le budget, j'ai fait les travaux moi-même. Donc j'étais beaucoup de tapisserie, peinture, choses comme ça, quoi. Il n'y a pas eu de choses énormes. Bon, il a quand même fallu mettre une cuisine, refaire une cuisine en état, mais là, il suffit de remonter les meubles, hein, c'est tout. Voilà, le gros morceau, comme bien souvent, ça a été de refaire la salle de bain parce que c'est généralement la pièce dans laquelle il y a le plus de travaux. Moderniser une salle de bain, refaire le carrelage, tout ça, c'est vraiment souvent le. C'est vrai qu'aujourd'hui, la point. cuisine et la salle de bain, ce sont deux pièces maîtresses en fait sur lesquelles il faut pas lésiner, quoi. La photo principale que j'ai toujours mise sur les annonces, c'est la photo de la cuisine. Pareil. Ouais. Pareil. Ouais. Pareil. Donc tu as fait des travaux, tu as modernisé l'appart et tout de Voilà. suite tu me disais que tu l'as mis en location et tu as utilisé diverses stratégies pour trouver le prix. Hein, alors j'imagine que le prix, tu vas peut-être expliquer, n'a pas été choisi par hasard. Tu avais un crédit d'un côté, il fallait respecter certaines conditions. Alors, bon, il y a toujours le fameux effet avec les banques, le principe que les banques ne prennent en compte que 70% des revenus. Donc moi, par rapport à ça, j'avais vu en même temps, j'avais anticipé au niveau des travaux et tout ça, de ce qu'allait me coûter au niveau crédit l'appartement. Donc j'avais vu que les loyers dans la ville où j'ai investi, les loyers tournaient autour de 450, 460 €, qui fait que le bien s'autofinançait en prenant en compte que 70% des revenus. Alors j'ai plus les chiffres exacts, hein, parce que cette vidéo un petit peu, je dirais comme ça sur le pouce, j'ai pas tous les chiffres. Voilà, j'ai pas tous les chiffres en tête, mais à quelque chose près, je remboursais à peu près 350 € de crédit avec une mensualité qui était aux alentours de 470, dans ces eaux-là. On tombait à 10 € près à 70%. Alors ça c'est ce que je vous explique sur le blog, hein, c'est-à-dire que Jérôme est allé chercher un investissement et un loyer en faisant en sorte que 70% de son loyer soit supérieur ou égal à son crédit immobilier. Pourquoi? C'est-à-dire que vis-à-vis de la banque, on se retrouve du coup avec une opération blanche. C'est comme si Jérôme n'avait pas acheté cet appartement. Tout à fait. Ouais. Après l'effet de levier, c'est la deuxième chose à savoir. Exactement. Donc, tu as mis cet appartement en location à 450 €? Non, trop facile. Trop facile. Alors j'ai fait un test. Psychologiquement, pour les personnes qui avaient regardé l'annonce, j'ai pas voulu passer la barre des 500 €. Donc j'ai mis une annonce qui devait être à 495 € en me disant je mets une annonce à ce prix-là. Je me souviens, c'était fin août, j'étais encore en vacances. J'ai mis l'annonce, j'étais sur la terrasse du bar du camping, j'ai balancé l'annonce comme ça sur le bon coin et j'ai dit les gens vont regarder ça pendant le week-end et puis on va voir comment ça se passe. J'étais donc le plus cher de la ville, même de tous les environs, et je me suis dit on verra bien. J'ai rien à perdre. On verra bien. Donc j'ai fait ça le vendredi, ça devait être 17h, 18h, quelque chose comme ça, quoi. À l'heure de la bière, quoi. C'est fin août sur la terrasse du camping. Et à 20h, j'avais déjà eu 3 ou 4 appels le vendredi soir. Je rentrais chez moi pendant le week-end. Le lundi soir, je faisais 11 visites. Et j'étais pourtant le plus cher de la ville. Alors moi je pense, mais tu vas certainement confirmer que tu as eu ces appels-là parce que tu étais peut-être le plus cher, par contre ton appartement était peut-être beaucoup plus qualitatif que ce que tu pouvais trouver. C'est l'effet Morito. C'est l'effet Morito. C'est ça? Ouais, tout à fait. Alors que ça c'est, je dirais encore un point important à prendre en compte quand vous mettez vos annonces en ligne, c'est d'avoir de belles photos. Donc moi c'est ce que j'avais fait. L'appartement, il y avait des couleurs modernes, hein, dans les tons gris, blanc, etc. Voilà, des tons assez modernes. Tout ce qui est beige et taupe pour la partie chambre. Et j'avais une cuisine flashy, moderne, rouge, avec du gris,
de l'électroménager en inox, voilà, des choses vraiment assez clinquantes, ce qui fait que les photos étaient assez belles. J'ai fait des photos quand il y avait du soleil, donc on voyait en même temps à certains endroits les rayons lumineux qui passaient, donc ça montre que l'appartement est clair, donc ça c'est quelque chose qui attirait le regard aussi. Et rien que sur 3 photos que j'avais mis sur le Bon Coin, bah déjà les gens sont précipités et ils me disaient tous qu'ils avaient vu d'autres appartements. Et bah, c'était des vieux appartements qui avaient été refaits un peu n'importe comment, voire qui n'avaient pas été refaits depuis 20 ans. Quoi. Moi je dis toujours qu'en fait il faut apporter de la valeur aux gens. Si tu veux te démarquer et tirer un loyer vers le haut, bah, il faut que l'appart soit nickel. Je pense que tu peux le confirmer. Alors ce qui est intéressant avec Jérôme, c'est qu'en fait, bah, il n'a pas loué l'appartement 490 €. Non, comme j'avais 11 demandes, c'était trop facile. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que parmi les personnes qui m'ont contacté, ça c'était une jeune fille, c'était la première personne à m'avoir contacté d'ailleurs. C'est une jeune fille qui habitait dans le nord de la France et qui déménageait, donc qui était aussi un petit peu pressée, c'était une mutation professionnelle. Donc bah déjà ça faisait une bonne locataire, puisque elle c'était une mutation professionnelle, elle était en contrat indéterminé dans une grosse société, donc avec un poste de cadre, donc ça déjà c'était quelque chose d'intéressant, un bon dossier. Et elle venait avec son copain qui lui travaillait également avec un contrat à durée indéterminée dans une banque, et lui avait réussi à avoir une mutation en même temps, du fait qu'elle avait le plus gros salaire et qu'elle déménageait. Donc ils avaient pu suivre comme ça, donc déjà financièrement ça faisait un bon dossier. Et bah, elle me dit, cette jeune fille, que bah, en déménageant comme c'est une mutation, elle va pouvoir déménager des meubles qu'elle a déjà en partie parce qu'elle habitait un appartement meublé. Là je louais vide cet appartement. Et bah, par contre elle n'avait pas les moyens matériels de pouvoir mettre l'électroménager tout de suite, parce que comme elle allait déménager sur un week-end et rattaquer le boulot le lundi, elle ne pouvait pas aller acheter le frigo, la machine à laver, le gros électroménager qu'elle n'avait pas, puisque c'était loué avec l'appartement dans lequel elle était, ça fallait qu'elle l'achète. Et donc elle m'a demandé si je pouvais fournir le gros électroménager. Donc machine à laver, frigo, four. Donc j'ai dit bah il n'y a pas de problème, on va simplement réajuster le loyer par rapport à ça. Ce qui est normal. Voilà, donc j'ai vite fait un tour chez Darty, j'ai regardé combien ça allait me coûter. En tout je devais en avoir pour 600 €, quelque chose comme ça, quoi, pour l'ensemble de l'électroménager, en le faisant livrer en plus pour pas m'embêter, parce que l'appartement est en 2e étage sans ascenseur. Et donc je l'ai rappelé, et bah, le loyer je l'ai passé à 550 €. Donc, et là elle m'a dit ok, pas de problème. Vous voyez comment Jérôme en fait a pu passer de 490 € à 550 €, donc 550 € au final pour un appartement qui dans sa ville se loue 450 €. Donc plus 100 € par rapport à ta concurrence finalement. Ouais, tout à fait. Plus de la concurrence. Qui n'est plus de la concurrence, puisque je proposais un service que les autres ne proposent pas. Alors en même temps, ce prix de 550 €, je ne l'ai pas trouvé par hasard, parce que certains pourront dire bah oui, j'aurais pu essayer de le louer plus cher, mais je voulais quand même pas trop me prendre la tête à chercher pendant des mois. Là je dis j'ai une bonne locataire, j'ai un super dossier, je ne vais pas trop exagérer. Et en fait ce que je me suis dit, c'est que le montant du mois de loyer correspond au montant que je vais investir dans l'électroménager. J'en ai eu pour à peu près 550 € d'électroménager. Mais quand ils viennent, ils me versent un mois de caution. Oui. Que j'encaisse sur une location de 3 ans longue durée, le mois de caution on l'encaisse. Donc en fait, moi j'ai acheté l'électroménager pour lequel j'ai fait un chèque, mais en même temps la locataire, quand elle est arrivée, elle m'a fait un chèque de 550 € qui m'a payé l'électroménager. Ensuite, dans les mois qui ont suivi, et ben avec le cash flow que je générais sur l'appartement, j'ai reconstitué cet argent que j'avais dépensé, de manière à l'avoir s'il partait du jour au lendemain pour pouvoir leur rendre la caution en cas de besoin. Donc, bon plan. Donc je n'ai pas financé l'électroménager qu'il m'avait demandé, c'est le locataire, enfin la locataire elle-même qui a financé l'électroménager qu'elle m'avait demandé. En fait, c'est toute la stratégie de l'immobilier là, que vous achetiez de l'électroménager ou de la pierre, c'est-à-dire l'appartement, à terme, de toute façon, c'est toujours votre locataire qui achètera votre bien et son contenu. Donc tu m'expliquais qu'il s'était passé quelques années. Bon, ces locataires
pour des raisons personnelles. Elle est tombée enceinte. Elle est tombée On peut le dire, enceinte. Elle est Il tombée n'y a pas de mal à ça. Bon, c'est plutôt bien. Donc elle a dû quitter le logement. Et donc toi, tu t'es dit, j'ai essayé la location nue, maintenant je veux faire du meublé parce que fiscalement c'est beaucoup plus intéressant. Alors c'est fiscalement plus intéressant parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où vous faites de la location meublée, vous dépendez d'un régime fiscal qui s'appelle le régime fiscal BIC, bénéfices industriels et commerciaux, et à ce titre vous pouvez déduire de vos revenus locatifs tout un tas de choses, donc les intérêts d'emprunt, mais également tout l'amortissement du mobilier que vous avez mis à l'intérieur. Et le but étant de créer du déficit foncier pour ne pas payer d'impôts sur les loyers. Donc voilà. Donc la première année, généralement quand on fait de l'investissement, il y a une part de frais qu'on va pouvoir déduire des revenus. Il va y avoir les montants des travaux, les intérêts d'emprunt, des choses comme ça, classiques, on peut faire même en loup en nu. Oui. Par contre, les travaux, eux, on les intègre la première année, mais la deuxième année, ils y sont plus. Donc là, les impôts vous rattrapent, et c'est là que je me suis dit, pour éviter d'avoir à payer des impôts sur ces revenus locatifs, faut que je change de stratégie, et donc que je loue meublé. Donc c'est là que j'ai mis l'appartement en location meublée. Donc j'ai remis exactement la même chose. Comme il n'y avait pas de meubles dedans, j'ai pris les photos de l'appartement avec les meubles des locataires. Donc voilà, bonne astuce, truc tout simple. C'était des meubles modernes, sympas, qui venaient d'acheter en partie. Donc du fait que les meubles étaient bien, ça ne m'a pas dérangé de mettre ces meubles-là sur les photos. Et j'ai mis l'annonce comme ça pour le louer à l'année, mais en meublé. D'accord, et donc tu l'as loué en meublé? Oui, il est loué en meublé, mais pas à l'année. Voilà, donc c'est là où je voulais en venir, c'est que finalement Jérôme il loue son appart en location saisonnière. Ouais, tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que de la même manière, j'ai mis une annonce en test. Donc là, j'ai remonté encore le loyer en meublé. J'ai mis le loyer, je crois que je devais être à 650 €, quelque chose comme ça. Parce que j'avais déjà une partie des gros meubles à 550 €, donc là je l'ai mis, je devais être à 650 € en location. Et en fait, je ne l'ai pas mis en location saisonnière tout de suite, simplement parce que là où je suis, j'ai regardé les annonces, il n'y en avait pas. Sur tous les sites, Airbnb, Booking, etc., tous les sites de location saisonnière. Alors on peut peut-être dire où tu es. Bourgoin-Jallieu. Voilà. Bourgoin-Jallieu, c'est une ville de, on a regardé tout à l'heure, 27 000 habitants, 27 000 habitants, entre Lyon et Grenoble. Il n'y a pas d'université, il n'y a pas de grandes écoles, il n'y a rien de touristique. Donc tout ce qui est défavorable pour la location saisonnière, parce qu'il n'y a aucune raison de venir pour de la courte durée, hormis peut-être pour voir de la famille, etc. Donc il n'y avait personne qui faisait de location saisonnière sur Bourgoin. Donc je me suis dit, s'il n'y a personne, il n'y a pas de demande. Sinon, je ne vais rien inventer en faisant de la location saisonnière. Donc, j'ai mis mon annonce en location saisonnière, enfin en location meublée classique. Et sur 10 appels, j'en ai 7 qui voulaient un appartement pour de la courte durée. Donc j'ai suivi le marché, j'ai suivi la demande. Je l'ai loué pour une courte durée. C'était 2 personnes qui venaient travailler sur un chantier qui étaient là pour 2 mois. Et ils m'ont dit, un appartement juste pour 2 mois. Parmi toutes les autres demandes que j'avais, eux c'était le plus sûr, puisque j'avais 2 mois pour me retourner. Donc je me suis dit, je vais les prendre eux pendant 2 mois. Et pendant ce temps-là, j'ai le temps de tester le marché de la location saisonnière. Et de 2 mois, en fait, ils sont restés 6 mois. Parce qu'ils venaient pour un chantier, le chantier a pris du retard, il y a des choses qui ont été renouvelées. Donc pendant 6 mois, comme ça, ils me renouvelaient tous les mois le bail de location saisonnière. Tu fais bien de le dire, parce que lorsqu'on fait la location courte durée, en fait, on ne peut pas aller au-delà de 90 jours sur les contrats de location. Pourquoi? Parce qu'au-delà de 90 jours, le logement est considéré comme habitation principale. Donc tu as tout à fait raison de préciser que toi, tu renouvelais les baux finalement tous les mois, de façon à ce qu'on puisse pas venir... Et sur le contrat de location, je changeais le nom, étant donné qu'ils étaient à 2. Un mois c'était au nom de l'un, le mois d'après c'était le nom de l'autre, etc. Et je permutais comme ça, ce qui fait que même 2 mois de suite, j'avais pas le même nom. Comme ça, j'étais tranquille de ce côté-là. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vient de dire Jérôme, la location saisonnière, vous voyez, il n'y a pas besoin d'en faire à Paris. D'ailleurs, c'est un petit peu compliqué en ce moment, mais il n'y a pas besoin d'être à Toulouse comme moi, dans des grosses villes comme Bordeaux, Brest, Marseille, etc., Lyon. Voilà, dans une ville de 26 000 habitants, on peut faire de la location saisonnière. Il y a de la demande. Et Jérôme, donc toi tu me disais que tu tirais un loyer de 550 €
lorsque tu avais tes 2 premiers locataires. Aujourd'hui, tu génères combien de loyers? Bah là, on est en janvier 2016, là. Donc là, on est courant janvier. En mois de décembre, qui est un mois pas extraordinaire pour la location saisonnière, mais bon, j'ai fait le mois plein. Moi, je suis plein depuis le début. J'ai fait 1 200 euros. Voilà. Donc quand j'explique sur le blog en fait que faire 25 nuits par mois, enfin il n'y a vraiment rien d'extraordinaire, tu peux confirmer. Et il n'y a pas besoin d'être à Toulouse pour faire 25 nuits par mois. Non, on peut en faire partout. Moi là j'ai fait donc 1 200 euros par mois et j'ai toujours mon crédit de 350 euros. Voilà. Donc ça c'est... Alors une petite astuce peut-être qu'on peut donner parce qu'on en parlait hier soir, c'était comme j'ai parlé tout à l'heure de l'achat de la machine à laver qui était financée avec la première caution. Une petite stratégie aussi que j'ai utilisée pour le financement des meubles, c'est quelque chose que j'ai fait tout bêtement parce que au début j'ai fait les photos avec les meubles des locataires mais ils ont déménagé avec leurs meubles quand même. Donc là c'est pareil, ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un prêt à la consommation pour acheter les meubles mais sur une durée relativement longue, j'ai fait un prêt consommation sur 7 ans je crois, quelque chose comme ça. Là-dessus, ça m'a permis de louer tout de suite en meublé, donc d'avoir des revenus supplémentaires, de louer plus cher. Là, en moyenne, avec les 2 personnes qui étaient là pour le chantier, j'étais à 900 euros par mois. Comme ils me prenaient des mois complets pendant plusieurs mois, j'ai réduit, je leur ai fait à 900 euros par mois, mais avec mes 350 euros de crédit que j'avais derrière. Après, une fois qu'ils sont partis, donc là, j'étais à 300 euros la semaine. Donc, je faisais des mois à 900, 1000, 1200, 1200 euros à peu près par mois. Et ce qui m'a permis, en quelques mois, je ne sais plus exactement, 1 an à peu près, parce qu'avec, il y avait aussi des impôts à payer et tout ça, ça a permis très rapidement de pouvoir solder ce crédit. Donc il y a eu une période, pendant 1 an à peu près, où sur le papier j'ai gagné de l'argent, mais en même temps ça m'a servi, j'ai cumulé cet argent, je l'ai mis de côté, et quand j'ai eu le montant qui correspondait au reste rendu du prêt consommation, j'ai soldé le prêt consommation tout de suite, et là encore, c'est les revenus locatifs qui ont payé les meubles que j'ai mis dedans sur une période d'1 an à peu près. Alors, moi, je vous dirais toujours que le prêt à la consommation, c'est absolument pas une bonne chose, c'est de la mauvaise dette. Voilà. Par contre, Jérôme a su l'utiliser intelligemment pour financer, les meubles, pour financer un actif, et c'est finalement les revenus de l'appartement qui ont après le prêt consommation, c'est vrai on est toujours contre le prêt à la consommation, mais si vous faites même des petits investissements comme des investissements pour des parkings ou pour des choses comme ça, une banque peut parfois être un petit peu réticente à vous prêter 10, 12, 15 000 euros pour acheter un petit bien, un parking, un box ou quelque chose comme ça. Il est tout à fait possible de faire ça avec un prêt à la consommation, ou des fois même pour payer des travaux ou des choses comme ça par rapport à un montage financier, de mettre un bout de prêt à la consommation pour financer ça. Ça rentre dans le cadre d'un investissement immobilier, donc c'est pas un prêt à la consommation qui va coûter de l'argent, qui va être un passif, c'est un prêt consommation, mais pour de l'actif derrière, donc c'est une bonne dette. Donc Jérôme, tu nous disais que tu gagnais 1 200 euros par mois avec un appartement sur un crédit de 350 euros. Voilà, donc il y a un gros delta. Donc évidemment, le cash flow, c'est pas juste 1 200 ou 350. Il faut savoir qu'il y a quand même des charges de copropriété, les taxes foncières. Voilà, il y a les charges, il y a les taxes. Peut-être l'EDF maintenant. Il y a l'EDF, il y a le téléphone, la ligne téléphone pour le Wi-Fi, il y a toutes ces petites choses-là qui viennent dessus. Mais ça fait quand même une marge confortable, quoi. D'autant que là, alors moi j'ai possibilité, parce que c'est à côté de chez moi, je passe devant l'appartement 2 fois par jour et ma femme passe devant l'appartement 2 fois par jour, donc la gestion on l'a fait nous-mêmes. Très facile. Parce qu'on passe juste à côté, mais après il pourrait y avoir aussi des petits frais annexes de gestion si vous déléguez ça, comme les remises de clés, prendre une femme de ménage pour faire ménage ou des choses comme ça. Donc là pour l'instant c'est quelque chose qu'on fait nous-mêmes, mais avec 3 biens ça va commencer à être un petit peu lourd, et le hasard fait que j'ai une personne qui est venue temporairement dans l'appartement, qui prenait un poste dans une société de service, et cette personne-là s'occupait notamment de faire le ménage chez des gens et tout ça. Et quand j'ai vu l'état dans lequel elle m'a rendu l'appartement, elle a refait le lit et tout ça, j'ai dit c'est bon, j'ai la personne pour déléguer. Alors justement, tu parlais de 3 appartements, parce qu'aujourd'hui on a parlé du premier appartement que tu exploites en location saisonnière, et la nuit est en train de tomber là sur Dubaï, on va avoir quelques problèmes d'éclairage sur la vidéo. Ce que je te propose, c'est qu'on continue cette vidéo demain, au grand jour, et que tu nous expliques
tes nouveaux projets immobiliers. Parce qu'il y a 2 appartements, Ouais, mais potentiellement une vente pour racheter un 4e. ouais. Exact. Ouais, Donc je vous dis à demain, ou à tout de suite pour vous. Jérôme, je te remercie. pas de souci. Et puis on continue demain. Allez, Bye bye. Ciao. ciao.